Alors, sans plus tarder, nous allons accueillir notre premier intervenant. Il s'agit de Monsieur Jérémy Lamarche, qui parlera au nom du RAPSIM. Monsieur Lamarche, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonsoir à vous, cher commissaire. Donc oui, je suis Jérémy Lamarche, organisateur communautaire au Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, l'acronyme en long du RAPSIM. Puis moi, je suis responsable des dossiers de judiciarisation, de droit de cité, puis de l'enjeu sur les campements. Je viens présenter le mémoire du RAPSIM au nom de l'équipe complète qui a mis du sien, comme vous avez pu le constater à travers ces 50 pages de contenu dense mais pertinent. Que nous avons lu attentivement. Super. Donc, le RAPSIM, c'est le regroupement communautaire en itinérance à Montréal. On compte 106 membres à travers l'île de Montréal, de l'ouest à l'est, du nord au sud. Puis ces membres-là, dans le fond, c'est des groupes communautaires qui font différentes choses, mais qui travaillent tous avec des personnes en situation d'itinérance. Puis, notre mission à nous, c'est de défendre défendre collectivement les droits des personnes en situation d'itinérance et de lutter pour l'amélioration de leurs conditions de vie. On souhaite d'ailleurs, d'entrée de jeu, saluer votre travail au commissaire pour votre proactivité, votre sensibilité par rapport aux enjeux, puis particulièrement pour vos efforts pour consulter les personnes premières concernées. Donc, vous avez dû constater en lisant notre mémoire qu'il porte sur un ensemble d'enjeux auxquels font face d'une part les personnes en situation d'itinérance et d'autre part les groupes communautaires membres du RAPSIM. Par cette démarche, on souhaitait dresser un portrait des multiples et innombrables obstacles et facteurs qui entrent en ligne de compte quand on parle d'itinérance, puis qui sont des a priori pour permettre d'aborder les enjeux de cohabitation sociale dans une perspective d'approche globale, tout en allant aux racines des enjeux. C'est d'ailleurs pourquoi nous refusons de nous limiter au cadre proposé par la Ville pour parler de la cohabitation sociale. Parce que les enjeux dans l'espace public, c'est seulement la pointe de l'iceberg. Ce ne sont que les résultats des mécanismes sociaux d'exclusion et des trous dans le filet social. Si on les aborde pas, ces trous, ces mécanismes-là, on est collectivement voué en fait qu'à ne boucher les trous, qu'à mettre des plasters qui invisibilisent les enjeux, non pas sans répression et déni de droits supplémentaires de nos voisins-voisines sans numéro de porte. On doit aborder largement la cohabitation sociale parce qu'on veut que cette consultation-là soit porteuse de changements réels et d'améliorations soutenues dans le climat social pour la dignité des personnes qui vivent des situations d'itinérance. C'est pour ça qu'on traite de la crise du logement et du manque de logements sociaux, des enjeux de pauvreté et de revenus insuffisants, d'accès aux soins de santé, de l'hostilité ambiante et de l'espace public envers les personnes marginalisées. C'est aussi pour montrer une partie de la complexité des enjeux auxquels font face quotidiennement les groupes communautaires comme les personnes en situation d'itinérance. C'est pour appeler à une plus grande compréhension de nos réalités, à plus d'empathie, à plus de solidarité. Donc on le sait, l'itinérance est en augmentation. Le robinet qui l'a créé est encore ouvert. C'est pourquoi on doit prendre en compte l'ensemble des éléments de contexte quand on parle de cohabitation sociale. Les 10 enjeux de cohabitation sociale sont le symptôme d'une crise humanitaire beaucoup plus profonde. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on entend par cohabitation sociale? Déjà, on doit dire que le contexte a été un petit peu récupéré à travers les années. À l'origine, c'était des groupes communautaires qui mettaient de l'avant cette notion-là pour revendiquer que l'existence et la présence des personnes en situation d'itinérance dans l'espace public soient considérées, puis que la ville, au sens large, donc la planification urbaine autant que les règlements municipaux, soient pensés en cohérence avec cette présence-là. Dans les dernières années, la notion a plutôt été utilisée à sens contraire et à sens unique pour désigner une présence de personnes marginalisées dans l'espace public qui dérange et qui doit disparaître. Or, la notion de cohabitation implique que différentes populations avec différents intérêts et besoins et réalités se côtoient. Il faut donc briser la tendance à opposer les intérêts de chacune et plutôt aller chercher les filons qui vont permettre une amélioration des conditions pour tous-toutes. Évidemment, comme dans tous les enjeux, il faut rappeler qu'il y a des rapports de pouvoir asymétriques quand on réfléchit aux enjeux de cohabitation sociale. Les personnes marginalisées, alors qu'elles peinent à subvenir à leurs besoins de base, comme se nourrir, se loger, uriner, il n'est pas surprenant qu'elles n'aient pas les mêmes moyens financiers ou communicationnels pour faire valoir leurs droits et leurs intérêts, spécifiquement parce qu'elles sont marginalisées. Tout cela alors qu'elles vivent l'hostilité ambiante et sont les personnes qui subissent le plus de violence de toutes parts, comme ça a été mentionné cet après-midi par d'autres collègues. Or, un exemple de ce débalancement de pouvoir-là, c'est que quand les enjeux sont traités médiatiquement, par exemple, les personnes domiciliées bénéficient beaucoup plus d'écoute et d'attention que les personnes marginalisées.
On interroge que très peu le sentiment d'insécurité que peuvent vivre les personnes marginalisées et on interroge aussi très peu les explications de leur présence dans l'espace public qui découlent de décennies de désinvestissement des différents gouvernements et d'un manque flagrant de ressources qui puissent répondre aux besoins variés des différentes personnes qui vivent l'itinérance. Là, je vais parler un petit peu plus de la réalité des groupes communautaires qui sont nos membres au RAPSID. En faisant d'abord un petit rappel sur c'est quoi un groupe communautaire. C'est quand même compliqué ces petites bébites-là. Les groupes communautaires, ils sont formés par et pour les besoins d'une communauté. Des besoins qui n'étaient ou ne sont toujours pas répondus par l'État et les services publics. Les groupes communautaires sont donc autonomes. Dans leur constitution, les groupes se dotent d'une mission. Par exemple, pour le RAPSIM, c'est de défendre les droits des personnes en situation d'itinérance. Puis leurs actions visent à répondre à cette mission-là. Chaque groupe a donc sa propre mission, puis parce qu'il est fondé par et pour la communauté concernée, puis qu'ils sont ancrés dans leur contexte, les groupes sont les mieux placés pour connaître les besoins des communautés et les manières d'y répondre. Maintenant, dans le contexte actuel, les groupes communautaires sont débordés face à l'augmentation de l'itinérance. Les besoins augmentent, se diversifient, et les financements ne suivent pas la tendance. Par exemple, pour les mesures hivernales, ça fait des années que tout le milieu demande du financement pérenne, récurrent et prévisible pour offrir des ressources dignes 24/7, autrement que dans l'urgence. Nous voilà en 2025 avec des décennies de retard et toujours on tient ces demandes-là sans qu'elles ne soient répondues. Il faut aussi savoir que lorsque les groupes communautaires sont ciblés par des élus ou par des médias, par exemple, les énergies nécessaires à aborder les 10 enjeux de cohabitation sociale sont des énergies qui ne peuvent pas être mises dans la réponse à la mission des groupes, et donc dans l'accueil et l'accompagnement des personnes. De plus, comme mentionné plus tôt, le manque de ressources fait que les ressources existantes sont débordées et ne peuvent répondre à la demande, ce qui peut contribuer paradoxalement aux enjeux de cohabitation. Dans ce sens, ça serait préférable d'avoir plusieurs ressources à échelle humaine qui soient ouvertes et accessibles un peu partout dans la ville, partout où il y a des besoins. En conclusion, les enjeux de cohabitation sociale sont le résultat de multiples dénis de droits et de trous dans le filet social québécois. Paradoxalement, le manque de ressources communautaires et de lieux bienveillants où les personnes peuvent exister, forçant les personnes à utiliser des espaces publics pour faire ce qu'elles peuvent pour répondre à leurs besoins, contribue aux enjeux de cohabitation qui eux-mêmes contribuent à la difficulté d'ouverture des ressources qui pourraient répondre en moins en partie à ces enjeux-là. On a une dynamique de cercle vicieux ici. Nos recommandations sont donc multiples et vont dans plusieurs sens parce que ce sont ces multiples facteurs qui influencent ce qui se vit au final dans l'espace public. Nos recommandations donc vont dans le sens de la bienveillance dans l'espace public pour les personnes qui y habitent, en cessant leur répression et leur criminalisation par des règlements municipaux qui induisent du profilage et par un moratoire sur les démantèlements de campements. En fait, on veut un moratoire sur les démantèlements de campements. Ça va de là à de meilleurs et plus simples financements pour les groupes communautaires qui font du logement social avec soutien communautaire, de l'hébergement, qui ont des centres de jour ou de soir, qui font du travail de rue. Puis les recommandations visent aussi des changements structurels pour mettre un frein à la crise du logement et assurer un revenu et des soins de santé décents pour tous toutes, par exemple. Donc de fermer le robinet qui crée l'itinérance, qui la rend possible. C'est dans ce sens-là qu'on veut faire un appel à la solidarité parce qu'on a tous tout à gagner à avoir un filet social fort. On a tous tout à gagner à avoir de la facilité à se loger. On a tout le monde à gagner à ce que tout le monde puisse manger à leur faim. On a tous tout à gagner à ce que tout le monde ait accès à des soins de santé. Donc on souhaite un appel à lutter ensemble pour l'amélioration des conditions de tout le monde plutôt que de nous diviser puis de cristalliser la construction d'un « eux » et d'un « nous ». Bref, comme le disait Céline Bello plus tôt, travailler les réflexes solidaires et rejeter le réflexe sécuritaire. Donc c'est un peu dans ce sens-là qu'on espère aussi que la Ville va prendre au sérieux les recommandations du rapport, puis qu'elle n'aura pas peur de se remettre en question ou de se repositionner pour répondre aux impératifs qui vont en ressortir. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Lamarche. En effet, tour de force, parce que c'est un mémoire qu'on a lu, qu'on a discuté entre les commissaires rapidement, qui est costaud, qui me voit large. Vous allez peut-être trouver que je focus, pour utiliser un terme, sur quelque chose d'un peu précis. Vous savez que nos recommandations doivent s'adresser à la Ville de Montréal. Ça n'empêche pas que ces recommandations peuvent aussi les inciter à utiliser leur
force de levier pour faire bouger ailleurs. Mais quand vous parlez du logement, à un moment donné, vous nous dites bien sûr que la crise du logement s'est terriblement intensifiée, puis on le sait que c'est un des enjeux majeurs de l'accroissement de l'itinérance à Montréal. Mais là, vous nous parlez des logements sociaux et communautaires, presque tous subventionnés via un programme, et vous nous dites cette petite phrase: il est difficile pour les organismes communautaires de travailler avec l'Office municipal d'habitation de Montréal. La flexibilité offerte est à géométrie variable. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Ouais. Je peux m'essayer. Faut dire que c'est pas mon dossier principal. J'ai des collègues qui pourraient en dire plus. Mais dans le fond, ce mémoire-là est grandement inspiré d'un état de la situation de l'itinérance à Montréal qu'on a fait en février 2024. Puis c'est des constats que les groupes membres du RAPSIM ont fait. Okay. Donc, je sais qu'il y a des difficultés, entre autres, par rapport au PSL, le programme de supplément au loyer, où il y a beaucoup de critères pour que les personnes puissent y avoir accès, et donc beaucoup de critères qui font que des personnes ne les cochent pas toutes et n'y ont donc pas accès. Fait donc, il y a sont des obstacles. Exact. Si je me trompe pas, il y a aussi des enjeux beaucoup avec l'OMHM pour quand des groupes veulent créer du logement social, donc du logement d'OBNL, mais je pourrais malheureusement pas tant développer là-dessus spécifiquement. Mais on sait qu'il y a du ménage à faire là dans l'enjeu du logement avec l'OMHM. Parfait. Je vais passer la parole à Denis Leclerc. Oui, bonjour, Monsieur Lamarche. Effectivement, mais merci pour votre présentation et au RAPSIM pour un document qui est quand même très riche puis qui va nous être assurément très utile. Dans les orientations, la Ville de Montréal met de l'avant notamment les services EMIS en les reliant comme étant des services qui sont qui contribuent à améliorer la cohabitation sociale. En page 36 de votre document, vous identifiez l'EMIS comme une mesure ne faisant pas l'unanimité et pouvant empirer des situations. Pouvez-vous nous en dire davantage, s'il vous plaît? Oui, absolument. Il y a en référence du mémoire, je pense qu'on pourra peut-être même le déposer comme tel, un rapport qui a été produit par une équipe de chercheurs indépendants en septembre 2023 qui traitait des escouades mixtes et non conventionnelles, qui rentrait EMIS là-dedans, puis qui parlait des enjeux de cette équipe-là. Faut dire que EMIS change dans le temps aussi, mais EMIS peut être problématique au sens où et puis, l'équipe peut, si on veut, légitimer le caca nerveux, entre guillemets, de certains citoyennes qui voient des choses qui dérangent, qui font peur, puis qui nécessitent, selon eux, des interventions sur le terrain. Alors que des fois, ça peut être des situations où il n'y aurait pas nécessairement besoin d'action spécifique là. C'est pour ça que d'ailleurs il y a certaines tables de quartier qui font des formulaires, pas des formulaires mais des pamphlets à l'intention des citoyens pour dire un peu quoi faire quand, dans quel contexte. Fait qu'il y a cet élément-là. Il y a l'élément aussi que EMIS, dans son idée de remplacer d'être une alternative dans le fond à des interventions policières. Nous, on est à fond là-dedans. On dit oui, bonne idée de remplacer des policiers avec des fusils et des pattes d'étiquette dans des interventions avec des personnes marginalisées. Mais EMIS, les outils qu'ils ont, c'est du référencement, de se déplacer dans la ville. Puis, ce qu'on constate en ce moment, c'est que la totalité des ressources à travers l'île de Montréal sont pleines. Donc, EMIS en soi, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, sauf que c'est comme de fournir une boîte à outils sans matériaux de construction. Ça prend des ressources un peu partout pour que des gens qui puissent vouloir y avoir accès puissent effectivement y avoir accès. Donc, il y a cet aspect-là. Puis, dans le rapport que je faisais mention un peu plus tôt, ben il y a tous les éléments de sursollicitation des personnes dans l'espace public. Là, on pense plus au temps où EMIS patrouillait effectivement dans l'espace public, donc se déplaçait, puis allait voir des gens qui n'avaient pas nécessairement demandé leur aide, ce qui faisait que des travailleuses de rue pouvaient arriver en après-midi auprès d'une personne qu'elles connaissaient, puis c'était la 8e personne qui venait la voir, puis ben là, ça me tente plus de te parler, là. C'est comme trop de sollicitations. Puis une confusion des rôles aussi, parce que EMIS
pouvaient avoir l'air de travailleurs, travailleuses de rue. Donc après, pour les personnes qui travaillent pour moi, qui travaillent pour la ville, parce qu'au final, Émis, c'est issu d'un cadre qui est décidé par la ville de Montréal, puis il n'y a pas nécessairement de marge de manœuvre concernant, par exemple, les campements. Mais ce sont des intervenants sociaux qui sont employés par Émis. Ouais. Est-ce que, en complément, est-ce que il y a des liens, des échanges entre le RAPSIM, les organismes communautaires, et Émis, les travailleurs de rue, pour justement atténuer ces irritants-là? Oui, absolument. Ben, c'est pour ça que je mentionnais que le rapport date de septembre 2023, mais on est en contact avec Émis. Là, on est sur un comité des partenaires, si je me trompe pas. Puis il y a des critiques qui sont faites, qui sont reçues, puis qu'on vise à changer les choses. Donc, il y a un potentiel d'amélioration, mais dans le contexte où il manque de ressources partout, c'est voué à ce que c'est. Merci. Judy Gold. Oui, j'ai 3 questions dans très peu de temps qui reste. Vous constatez que le mandat octroyé à cette commission par la ville est trop limité. Quel aurait dû être le mandat octroyé à cette commission? Et une question qui est connexe. Vous savez sans doute que les campements et les sites de consommation supervisée sont exclus de ce mandat. Que pensez-vous de cette exclusion? Ouais, des très bonnes questions. En 2 minutes. En 2 minutes. Merci de me limiter. Quel mandat? J'avoue qu'on n'a pas pensé à un mandat plus large à proposer à la ville, mais comme c'est dit dans le mémoire, puis comme ça a été dit dans l'audition, l'idée, c'est qu'on peut pas juste voir l'enjeu de cohabitation sociale comme un enjeu superficiel, dans le fond. Il y a des gens qui dérangent dans l'espace public, d'autres gens qui sont aussi citoyens, citoyennes de la ville de Montréal, mais ces personnes-là ont des logements, puis il faudrait les faire disparaître. On peut pas limiter le mandat comme ça, parce que les solutions qui vont être amenées, ça va être de la répression, de l'invisibilisation, puis on va faire d'autant plus de déni de droit aux personnes qui habitent l'espace public, qui subissent déjà des dénis de droit qui les mènent dans l'espace public. C'est un peu circulaire. Pour les campements puis les sites de consommation supervisés, effectivement, c'est comme un incontournable. Ça fait depuis au moins 2020 qu'on en parle beaucoup. Nous, le RAPSIM, on demande depuis longtemps un moratoire sur les démantèlements de campements. Il y a une déclaration d'appui d'ailleurs qui a été signée par 4800 personnes là en annexe du mémoire. Et puis pour les sites de consommation supervisée, c'est la même chose. On en demande plus, on demande plus de financement pour ces lieux-là. Puis je pense que ça aurait pu être pertinent de les inclure dans le mandat parce que on entend beaucoup comme crainte des personnes qui sont face à d'autres personnes qui consomment. Puis ça génère une insécurité. Ça veut pas dire que les personnes qui consomment sont dangereuses, loin de là. Mais c'est sûr que s'il y a un malaise à être en contact avec des personnes qui consomment, encore faut-il pouvoir que ces personnes-là consomment à des lieux. Ces lieux-là peuvent être des sites de consommation supervisés. Je pense que ta question est peut-être trop longue pour que monsieur puisse y Mais répondre. j'ai une question très, très courte. D'accord. Que pensez-vous des installations de type modulaire qui va être installée par la ville? Je vais essayer de faire ça court. À quelque part, pourquoi pas? Est-ce suffisant? Non. À voir comment ça va se développer aussi, là. C'est sûr que dans des lieux super éloignés comme Bluebonnet, à voir qui va vouloir habiter là. Mais c'est une intervention parmi d'autres. Il en reste d'autres que la ville peut faire à aucun coût, comme d'abroger des règlements municipaux puis de faire un moratoire sur le démantèlement. Merci beaucoup pour votre esprit collaboratif. Monsieur Lamarche, merci encore pour votre mémoire.